J'aime bien le principe de cette régate où en fait tu vas tourner un caillou dans un autre pays, tu reviens et tu ne vois rien d'autre. C'est la plus grande course au large existante. Il faut vouloir, quoi. Alors c'est une course fantastique. 630, ouais, bon, 720 000 ou 30 000 maintenant, ça arrive à Cherbourg. Ça m'a surpris, c'est-à-dire. Mais enfin bon. Et au début, moi, quand on m'a parlé de ce projet d'arriver à Cherbourg-Cotentin, j'ai cru vraiment à une blague. Parce que je me suis dit, le Fastnet, c'est tellement historique, et dans la tête des Anglais, c'est vraiment quelque chose auquel ils sont très attachés, et je ne les voyais pas lâcher l'arrivée. Je n'y croyais pas plus que ça, et à la fois, j'imaginais ce que ça pouvait être, et je me disais, oui, c'est une super idée, parce que Cherbourg est vraiment fait pour accueillir cette course. Un départ quand même avec du vent, avec les stars du moment. On part avec du vent d'ouest assez fort, vers plus de 25 nœuds, peut-être des rafales à 30 même. Moi, c'est la première fois qu'on prenait un départ de course au large comme ça, et qu'il y ait autant de bateaux, autant de vent, et en plus voilà, des bateaux qui se préparent direct pour affronter. On a l'impression qu'ils vont affronter la tempête, quoi. J'ai fait ma première Fastnet en 2003 sur un Sigma 38 qui est quand même plus proche du bateau de croisière que du bateau de course. En tout cas, à l'époque, j'étais pas un grand régatier, donc j'étais déjà très impressionné. Et je l'ai faite, je sais même pas ce qu'on a fini, je ne saurais rien te dire parce qu'on était loin de tout résultat sportif. En tout cas, le mec buvait de la tequila toute la journée, le skipper. Et on s'était bien marré. Ah si, j'ai une anecdote, mais tu la mettras pas dans le film, je suis sûr. Je dirais mon meilleur souvenir, je pense que c'est quand on a enfin eu des conditions opportunes. Donc ça, je crois que c'était le 4e jour, c'était à la fin quand on était sur le retour en Manche pour revenir sur Cherbourg en passant les Scilly. Là, on a eu voilà, le coucher de soleil, les conditions qui commençaient à être opportunes, le bateau à plat, la possibilité d'enfin manger correctement. Voilà, un calme relatif sur le bateau, pas de problème à gérer, et il y a eu un petit moment de calme après 4 jours de baston, donc ça a été vraiment un petit moment de bonheur au milieu de la course plus sportive. Un autre souvenir marquant sur le Fastnet, c'est notre bataille avec Alexis Loison en 2013. Et bagarré contre Noël Racine sur Foggy Dew, et qui avait quasi le même bateau. Il y avait deux petites subtilités. On était passé au Fastnet avec 3000 d'avance sur lui. Et la deuxième partie du Fastnet au Scilly puis Plymouth, c'était du portant du Larc Serré dans du Larc Serré dans 20-25 nœuds. Et là, là, on l'a vu passer. Il allait pas beaucoup plus vite, mais 0,3 plus vite que nous. Tout simplement parce que même si nous, on était 6 à bord, donc avec du monde au rappel pour tenir le bateau, on tenait moins bien le bateau que lui et son père, où ils étaient 2 sur le bateau, mais ils avaient 2 safrans et nous un seul. C'est vrai que ça s'est déroulé sans accroc. C'était assez impressionnant, on a vraiment déroulé de bout en bout et ça s'est hyper bien passé. C'était flagrant parce que on était on appelle ça un A5, mais et lui aussi, donc c'est un sous-spi asymétrique. On a essayé le code 0, on a essayé le génois, on a essayé le grand spi. Rien n'y a fait. Et on avait aussi une voile dessinée par Maxime Paul, un très célèbre designer, qui était une voile vraiment pour faire ce qu'on appelle du reaching, parce que c'était un bord assez engagé, il y avait 20-25 nœuds et tout, et la voile était vraiment dessinée pour ce bord. On a eu un peu de réussite là-dessus. Il est passé irrémédiablement, et à l'arrivée au Scilly, il avait 2000 d'avance. Et après, ces 2000 se sont maintenus jusqu'à l'arrivée, quoi. Mais bizarrement, il a commandé la même voile l'année d'après, donc je pense qu'il n'y avait pas que ça. Mais pour donner un ordre d'idée, tous ces Fastnet, ou par exemple que j'ai fait, qui arrivaient à Plymouth, pour nous qui étions sur les petits bateaux, moi j'ai souvenir d'arriver au Scilly et de voir croiser devant nous
à Gitana, je sais plus, c'est pas le dernier là, mais celui d'avant, voir croiser un Gitana qui lui arrive à Plymouth. J'ai le souvenir du passage du Fastnet avec 2 ultimes bord à bord en mode bouée au vent, quoi. Je pense que c'était IDEC. Et donc vraiment, on arrive, on fait une leyline tribord, on enroule, on abat, et c'est déroulé de Génac, mais comme si c'était une régate, quoi, entre 3 bouées, quoi. C'est la bouée au vent, quoi. Nous, on arrivait au Silly, lui, il avait viré le caillou et il croisait devant nous. Donc c'est des courses différentes. Il y a pas un Fastnet, il n'y a pas qu'une course, il y a des courses pour chaque classe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'arrivée avec toujours avec Spindrift dans la vraiment où ça se joue sur un souffle d'air dans la baie de Plymouth. Voilà, et puis avec Romain il y a 2 ans, c'était un peu la première fois que je le faisais en double finalement, en IMOCA, et puis on était en phase de prise en main de son nouveau bateau, donc c'était plein de nouveautés aussi, et notamment sur la redescente, on avait pu travailler un peu sur des réglages de foil, donc c'était ouais, voilà, chaque édition amène son lot de je dirais de péripéties, quoi. Voilà. C'est beaucoup plus léger dans le temps, parce que bien sûr, on est sur 3 jours environ de course pour nous en IMOCA. Donc on est sur une analyse météo où dès le départ, on sait comment on va être mangé, quoi. Il n'y a pas de stratégie long terme, c'est que des petits bords, c'est que de la petite gestion, c'est que de la vitesse pure globalement. Et donc oui, ça se prépare un petit peu comme ça. Il faut être très très fin dans ses choix de voile. Il faut avoir une intensité dans la régate qui est tout autre, quoi. Tu peux jamais mollir. Les périodes de repos, elles sont faibles. Peut-être sur une traversée d'Irlande, si tu cales 3 heures de sieste, c'est tout. Et donc forcément sur 3 jours, si tu dors 7 ou 8 heures en tout, ça sera peut-être le maximum, hein. On sait quand on part, mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce que la partie va se terminer. Et on sait que le seul moment de libération, où il y aura une vraie libération, ça sera justement ce franchissement de ligne, où l'équipe aura le droit de venir à bord, où on aura justement le droit j'aurai le droit de me relâcher, de laisser l'équipe gérer. Et avant ça, à partir du moment où le dernier membre de l'équipe saute à l'eau en combinaison étanche juste avant le départ, et ben voilà, c'est non-stop, quoi. Vraiment non-stop, jour et nuit. Que ce soit 3 jours sur une Fastnet ou 80 jours sur un Vendée Globe, ça ne s'arrête jamais. C'est une édition un petit peu particulière parce que on va commencer par faire une traversée de la Manche en guise d'échauffement hors course. Traversée de la Manche qui va être un peu musclée puisque voilà, on voit qu'il y a des conditions automnales en ce moment sur la Manche. La mise en jambe, c'était le convoyage pour aller prendre le départ de la course. C'était vraiment marrant. Et la petite histoire, c'est qu'on a déjà commencé à avoir des petites avaries sur le bateau, sur le convoyage. Donc en fait, la nuit avant la course, au lieu de dormir, on a commencé à réparer le bateau au port de Humble. Donc quand on a pris le départ de la course, on avait déjà une nuit où on n'avait pas dormi. Donc on était déjà bien dans l'ambiance. Et on est arrivé sur la ligne de départ. Et là, c'était dingue, quoi, avec les 300-350 bateaux autour. Et on avait à peine le temps de manœuvrer. Fallait éviter les autres bateaux. C'était des gros risques de collision. On a dû faire, je sais pas combien, on était au près dans le Solent, on a dû faire une trentaine de virements en 2 heures. C'était dense, quoi, vraiment dense. On devait virer de bord peut-être tous les quarts d'heure. Faudrait regarder exactement, je sais plus, mais voilà, c'était très intense. Je vois Paul qui m'accompagnait et allait faire une sieste tout de suite après la sortie du Solent. Il a winché, il a fait je sais pas combien de virements de bord à la colonne. Moi j'étais tranquille entre guillemets à la barre. Mais ouais, c'était vraiment intense et c'est un très bon souvenir de régate. Donc faut vouloir la faire parce que ça s'improvise pas, quoi. Faut avoir le bateau préparé, des voiles correctes qui pètent pas au moindre coup de vent, la bouffe, pourtant. Ça peut durer 7 jours, quoi, voire 8 maintenant. 77 là sur le petit Alpha à Crazy Horse. On était une bonne bande de potes et le bateau marchait très bien, très très bien, et on doublait même des bateaux plus gros que nous, qui étaient des bateaux de course. Et donc ça nous a fait rigoler, quoi. Et j'avais préparé la bouffe, c'est important. Donc j'avais fait 7 sacs.
Et dans le dernier sac, il y avait une bouteille de rhum qu'on a vidée entre les lignes d'arrivée et puis le quai à Plymouth. Voilà, pour rire. Nous, marins, on sait que c'est une des plus grandes courses anglaises et c'est toujours... Puis il y a des histoires pas possibles avec cette course. J'ai même écouté un podcast d'affaires sensibles que j'écoute pendant le Vendée Globe sur le Fastnet 79, je crois. Donc voilà. Donc c'est vraiment une course mythique. Parce que gamin, mon père me racontait notamment le Fastnet 79, que certains anciens m'ont raconté ce qui s'y était passé sur cette édition-là et sur d'autres éditions, notamment Patrick Eliès, le papa Diane. Déjà dans mon subconscient, ou en tout cas dans mes souvenirs, mes premiers souvenirs, c'est 79. Et 79, c'est l'année où mon père remporte l'Aurore, en 79. Et il avait dû passer dans les parages à peu près en même temps que cette fameuse tempête. Un ouragan, quoi, on peut dire. Et ouais, on a raconté tellement de choses là-dessus, même 20 mètres de creux. Bon, je pense qu'il y avait 10 mètres, c'était déjà énorme. On était 12 à bord et à ce moment-là, on était 2 dehors, tout le monde dans le bateau. Il faisait froid, c'est nuit toute, un truc comme ça. Il faisait très froid. On avait un bateau à alu qui était très froid. Et on avait notre propriétaire qui avait 79 ans, je crois, qui était un homme charmant. On était ses enfants, quoi. Et le pauvre vieux, il est resté 36 heures attaché sur un tirant de haut banc. Le bateau était vide, c'est un bateau de course à part entière. Henri Hamon. Et il avait, je me rappelle, un truc à cache-colle que lui avait offert une fiancée, il y a prescription. Et c'était un homme charmant. Enfin bref, il a cru qu'il allait mourir. Bon, nous, ça chauffait bien quand même. Hein. Et on a eu 80 nœuds de vent dans la descente. On avait le speedo bloqué à 12 nœuds très régulièrement. On faisait des pointes à 15-16 nœuds sur les vagues. Et la Nemo était bloquée à 80. Donc ça chauffait. Et j'ai aussi envie de parler de mon pire souvenir. 2 choses. Déjà, sur le départ, j'ai eu la première fois de ma vie le mal de mer. Ouais, c'était un bon mal de mer. Après, il faut remettre dans le contexte, il y avait 40-45 nœuds. En vague 4-5 mètres facile avec de la houle, etc. Donc c'est vrai que c'était pas... Moi aussi, j'étais un peu en plus de l'avoir malade. Tu manges un peu moins Déjà. Donc quand on est habitué au mal de mer, souvent on peut gérer et on sait comment ça se passe. Sauf que là, c'était la première fois de ma vie où je commençais à être malade. Donc j'étais vraiment malade. J'ai dit à Martin, va dormir le temps que ça passe. Et puis le moment où c'est passé, effectivement, je me suis un petit peu écroulée. Donc gestion de course un peu difficile à 2. La tête dans le seau et vraiment malade. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Et en fait, après, c'était un mal de mer. Je sais pas si elle s'est habituée ou quoi, mais continue à me parler, à manœuvrer. À un moment, elle disait attends, bouge pas, hop, et faire son petit tour dans le seau. Et après, elle repartait, etc. Et je pense qu'on a bien fait au moment où elle était malade, mais encore un peu consciente de ce qu'elle faisait, un peu d'énergie, moi, je me reposais. On voyait toutes les pelles à feu en carbone, en train de prendre les appairs, à tout scotcher jour par jour, matin, midi, soir et tout. Nous, notre problème, c'est de savoir si le four il fonctionnait ou pas, parce qu'on avait des cookies à faire. Et on n'était pas du tout dans la même course, quoi. Là, on n'allait pas passer la même Fastnet, en tout cas pas le même départ, quoi. Ça c'est clair. Malheureusement, c'était pas très bien terminé parce que on a dû abandonner à cause d'un blackout, parce qu'on avait perdu toute l'énergie du bord. Voilà, ça fait partie de la mise au point du bateau. Mais en tout cas, le début avait bien commencé. C'était une belle première expérience pour moi. On a heurté un OFNI juste avant le Solent, en fait. Donc peut-être 1 mille avant de tourner le phare. On a heurté quelque chose et donc le bateau s'est arrêté net. Et moi, j'étais en train de me lever de la table à cartes à l'intérieur pour faire un point météo. Et en fait, j'ai été projetée contre une cloison du bateau, tête la première. Donc voilà, ça a été vraiment le chaos complet. J'avais une lampe frontale sur la tête qui s'est écrasée, qui a volé en éclats. Moi, pareil. Ma tête aussi. Donc j'avais un œuf monumental qui a poussé sur le front. Et puis surtout, j'étais en fond de cale. Complètement sonné, et donc en fait la manœuvre qu'on avait prévue pour enrouler le phare super vite et faire demi-tour, ça n'a pas du tout marché. On a eu quelques petits soucis avec le bateau. Première nuit là,
ça a tapé tellement fort dans les vagues qu'au petit matin, on s'aperçoit quand on retourne à bord un peu à l'intérieur, vivre, on va juste faire un peu à manger, on s'aperçoit que notre cloison avant, elle est fissurée en deux. Donc c'est la cloison qui structure un peu le bateau sur la partie avant, et on s'aperçoit que sur la partie basse, ça a tellement tapé qu'elle est fissurée entre la varangue et entre la partie basse de la cloison et le haut, quoi. Donc bon, après, on se dit que le plus dur est passé, que maintenant on n'aura pas autant de vent, donc on décide de continuer et ça a tenu. Et dans les jours d'après, deuxième nuit, on fait une belle nuit, ça a vachement molli, on n'est pas loin des Scilly, on est entre l'Angleterre et les Scilly. Et on est en train de faire une belle course, on a remis de la toile, et là on est dans un paquet d'une quinzaine de bateaux, on est plutôt en train de remonter, c'est les conditions du bateau, c'est idéal. Et avec Hugo, on prend un casier. Du coup, on se met la quille dans le casier, on n'arrive pas à l'enlever, on fait une marche arrière. On n'arrive toujours pas à l'enlever et du coup, là, ça va très vite. En à peine 10 minutes, on prend la décision de plonger. C'était la première fois où je rentrais dans ma bannette depuis le départ. Donc, on avait déjà passé le Fastnet, on était redescendu, ça faisait un moment, quoi. Donc, je me suis dit, enfin, c'est bon, je peux aller dans la bannette parce que sinon, je suis dans le carré, quoi. Puis, ça faisait même pas 10 minutes que j'y étais, quoi. J'entendais pas qui arrive et puis qui continue pas. C'est le truc qui s'arrête à te faire, non, Marie, ouais. Il y a un bateau qui demande assistance, mais non. Il faisait chaud, il n'y avait pas de vent et on n'avait plus d'eau potable. Donc on a un peu stressé quand même parce que voilà, c'est de l'eau. Et on a essayé d'appeler nos concurrents à côté. Quand je dis à côté, il y avait quand même quelques milles qui nous séparaient. Et celle qui nous a répondu, c'est Marie Tabarly, à bord de Pendwick, qui nous a dit écoutez, moi je peux vous envoyer un petit bidon pour que vous puissiez finir la course. Il n'y a pas beaucoup de bateaux qui ont répondu, donc on n'allait pas les laisser crever de soif. Elle était quand même assez loin, donc on a mis 7-8 heures à la rejoindre, parce qu'il n'y avait vraiment pas de vent. Et il nous restait en fait une toute petite bouteille de coca. Donc le coca finalement ça n'hydrate absolument pas vu que c'est que du sucre. Mais bon, on a tenu, on est allé à leur rencontre. Et elle nous a balancé un bidon à la flotte qu'on a récupéré. Et puis je pense que c'est le bidon qui nous a l'eau qui avait le meilleur goût de toute l'eau du monde. C'était top et voilà, on a pu quand même finir la course. Ensuite, oui, c'est la course anglaise par excellence, où les Français viennent un peu sur le terrain de jeu des Anglais pour essayer de les martyriser, on va dire. Il y a une vieille tradition chez nous, les Bretons du Nord, on vient chez les Anglais, on s'aimait pas trop, quoi. On venait vraiment pour naviguer contre les Anglais, quoi. C'était pas pour battre les Français, c'était pour battre les Anglais. And that's why we come and do it as well. It's just not because of one race, one event, one time. It's something that happens every 2 years that we look forward to, that I've been looking at since I'm a kid, that my dad has been looking at since he was a kid probably. And that's something that makes it great. And the exit of the Solent is a great challenge. De toute façon, on sait que les Anglais, ils lancent, qu'il y ait du vent, qu'il n'y ait pas de vent. La course, elle va partir à l'heure. Hein. Là-bas, c'est pas comme chez nous. S'il y a 50 nœuds, ça part. Hein, donc, Nos courses, elles sont très transocéaniques, donc on est hyper orienté là-dessus. Donc là, c'est vrai que de faire des petits événements, on l'a fait à Brest avec la Guyadère Bermude 1000, qui partent avec des lignes fixes, où c'est en gros quasiment peu importe la météo, vas-y, passe la ligne et va faire ton petit tour. Là, c'est vrai que c'est mythique, quoi. Enfin, en plus, elle est hyper dure à comprendre. La ligne de départ, tu la vois pas dans le Solent. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a du monde sur zone. C'est beaucoup moins régulé en plus que nos courses où nous, il y a des zones par arrêté préfectoral où tu peux même pas aller naviguer. C'est nettoyé par des périmètres de sécurité, des zones. Là, c'est un peu loin de temps en temps. Presque bizarre pour des Anglais, mais la dernière fois, nous, le départ en 2021 avec Actual, c'est un slalom dans les bateaux en train de gréer leur grand voile sur la ligne de départ, qui se rendent même pas compte, parce que en fait, des bateaux comme les nôtres, des ultimes qui accélèrent à 30 nœuds en 3 secondes, ils connaissent pas. Donc pour eux, c'est un bateau, tu manœuvres, tu te débrouilles, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais c'était super chaud. Et voilà, bon, c'est un challenge, il faut faire gaffe. Maître Coq, il s'était tapé un bateau, enfin, il faut être hyper vigilant. Nous, nous je sais que, tu vois, on met un plan en place avec un ZOD qui surveille et tout, parce qu'en fait, les temps perdus et les pertes de temps de régate sont trop importants sur ce programme-là. Donc, on assure un peu notre propre sécurité, ce que l'on fait de toute façon un petit peu tout le temps.
Mais par contre, voilà, il y a cet espoir d'ancrage historique qui est hyper fort et ça c'est quand même hyper plaisant. Enfin, moi j'aime bien la valeur de ça, tu vois, des anciens vainqueurs, des trophées historiques et des choses comme ça. Un peu. La Route du Rhum, elle cultive ça, tu vois. Il y a des événements qui cultivent un peu moins cet aspect historique des choses. Ouais, pour moi, le Rolex Fastnet Race, c'est une course que je connais depuis toute petite. Moi, je suis née en Angleterre et j'ai beaucoup navigué en croisière avec la famille en Angleterre et j'ai suivi les courses du Fastnet depuis très longtemps. J'ai des souvenirs de cette édition dramatique en 1979. J'avais que 4-5 ans à ce moment-là, mais en tout cas, dans mon jeunesse, cet événement était proche et ouais, ça a secoué un peu le monde de la course au large anglaise. Je pense que c'est la 8e fois que je participe à la Rolex Fastnet Race. La première fois, j'avais 19 ans. Donc, c'est vraiment une course qui fait partie de mon enfance et un peu le lancement de ma carrière, puisque le Rolex Fastnet Race, c'est une course où il y a les pros, comme nous, avec Initiative K, mais aussi il y a tous les bateaux, les amateurs, les bateaux d'équipage, de toutes les tailles, les bateaux familiales. Et c'est là où moi, en tant que jeune fille qui voulait faire la course au large, ma famille ne faisait pas de régate, donc il fallait trouver d'autres bateaux pour embarquer. Et là, j'ai eu de la chance d'être dans le Solent et je suis allée frapper sur les portes des gens que je ne connaissais pas, mais qui faisaient des régates habitables avec des programmes ambitieux d'essayer de faire le Rolex Fastnet Race. Je travaille en conseil et j'aime beaucoup le bateau, quelque chose que je fais depuis que je suis tout jeune avec mon père. Et le Classe 40 notamment, avec ce bateau tout neuf. C'est mon 4e Fastnet, le premier avec celui-là. C'était ma première. C'était ma première en août dernier, 2021, bien sûr. Donc c'était un petit peu un défi par rapport à notre club, par rapport à l'événement, par rapport à cette course mythique en fait. Hein. Je pratique la voile depuis 50 ans. Sinon j'étais cadre chez Lactalis et je suis en retraite, voilà. C'était plus la fierté de l'avoir fait que en se disant bon maintenant comme c'était la première fois, je sais comment on fera la prochaine fois pour faire marcher le bateau et surtout ne pas réduire mais envoyer la toile, parce que dans la deuxième partie on a vraiment envoyé la toile et le bateau on a marché et voilà quoi, je veux dire. Donc évidemment de la fierté à couper la ligne, déjà à couper la ligne tout court, parce que c'est quand même le monument de la course aux voiles, l'Everest de la course aux voiles, la Fastnet, et puis doublement fier de la couper à Cherbourg, ma ville natale, quoi. J'ai participé à 6 éditions. Ma première c'était en 2005 et ensuite je les ai toutes enchaînées de 2013 à 2021. Voilà, sachant que c'est un an sur 2. Cette année-là, lui gagne le Fastnet toute classe et nous faisons 2e. Et donc c'est assez rageant. La Rolex, c'est lui qui l'a. Voilà. Ah si, j'ai une anecdote, mais tu la mettras pas dans le film, je suis sûr. Et on avait trouvé tout. Si je te jure, j'ai un souvenir. Il y avait des magazines, il y avait des... Non, c'est pas une blague en plus. Et le mec, alors c'était pas de la tequila qu'il buvait, c'était de Bloody Mary. Un Bloody Mary. Et il faisait les Bloody Mary à midi, tu sais, tout ça. Là, tu fais waouh. Une fois, tu dis bon, le mec se fait plaisir. Il a fini le boulot il y a 2 jours. Non, donc ça c'était le premier en 2003 et après ça nous avait vraiment plu et du coup c'était je pense aussi un rêve de mon père de la faire et du coup on l'a fait avec tout un groupe de potes, à lui, à moi,
sur notre bateau de croisière familial, voilà, qu'on avait un petit peu tuné régate, donc un Grand Soleil 43 à l'époque. Donc j'ai fait avec lui plusieurs fois, j'ai dû refaire une autre fois.